aller dans tous les sens. Merci de me donner la parole. Il faut bien situer les choses telles qu'elles ont commencé. À l'occasion de cette émission, je pense que c'était un jour après l'ouverture de la Coupe du Monde 2026, une Coupe du Monde à laquelle participent 10 pays africains, dont pratiquement 9 se sont qualifiés pour les 16e de finale, et à laquelle le Cameroun ne participe pas, ce qui est en soi un grand scandale. Il est tout à fait incompréhensible qu'avec le nombre de places dont l'Afrique disposait, le Cameroun ait manqué à 2 chances de qualification. Une d'abord dans les qualifications de groupe, une autre dans les barrages. Quand vous m'avez posé la question de manière très pondérée, sans d'ailleurs épingler quelqu'un ad personam, j'avais dit très simplement, quand dans le débat, d'abord j'avais dit aux téléspectateurs, si vous voulez avoir la vérité de la situation, vous joignez les analyses des deux côtés, ceux qui semblent représenter la fédération et ceux qui semblent contre elle. J'ai dit simplement, et c'est la vérité, que les torts sont partagés et quelqu'un de sensé, de rationnel, de responsable et de mature ne peut pas dire autre chose. Le ministère des Sports qui représente l'État a sa part de responsabilité. La Fédération camerounaise de football a sa part de responsabilité. Les joueurs ont leur part de responsabilité. Et le public lui-même, à travers le conflit Église et Ibou ou Églisien et Ibou, le public a sa part de responsabilité. Est-ce qu'à partir de là, comme il y a des gens qui sont immatures et qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités, je dois être victime d'un lynchage caractérisé, encore que le lynchage ne me gêne pas. Je suis à la 4e ou 5e opération de ce type sur les réseaux sociaux et je suis encore bien vivant. Et je connais ce genre d'affaires. Monsieur Haïssi, un leader assure les victoires et assume les défaites. Certains se prévalant de droit disent que la FECAFOOT n'a aucune responsabilité dans cette affaire. Je vais vous lire l'article 9 de la convention querellée, la convention de février 2015 qui n'a jamais été dénoncée par la FECAFOOT jusqu'à la nomination de M. Marc Brice. Article 9, alinéa 1. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Les salaires de l'entraîneur principal et des entraîneurs adjoints des sélections nationales de football sont payés par l'État. Alinéa 3, les salaires des membres des structures d'encadrement mises à la disposition de la FECAFOOT par l'État sont payés par l'État. Article 4, les salaires des autres membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football recrutés sur la base d'un contrat sont payés par la FECAFOOT. Il faut savoir que cette convention fait partie des mesures qui ont été mises en place pour accompagner le décret de septembre 2014. C'est donc un des instruments pour faciliter l'application de ce décret dans l'esprit de concertation. Il faut savoir qu'un contrat, c'est ce qu'on appelle la loi des parties. Donc c'est un instrument pertinent dans la régulation des rapports qui entre les parties en présence, c'est-à-dire le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Pourquoi je lis cela? C'est pour dire ce que les gens de la FECAFOOT ne veulent pas entendre. La loi des parties, c'est-à-dire dans la Convention, en cet article 9.2, précise que l'État peut mettre à disposition un staff. Et la FECAFOOT avait signé cela et elle n'avait pas dénoncé cela
avant la nomination de M. Brice. Parce que c'est l'élément sur lequel ils s'appuient, parce qu'ils évoquent la hiérarchie des normes, et ils m'amusent beaucoup. Je ne suis pas un enfant, monsieur ici. J'enseigne depuis une trentaine d'années. Et il faut faire extrêmement attention. Il y a beaucoup de choses que je fais que les gens ne savent pas. Moi, je fais de la philosophie du droit. Le droit, maintenant je vais faire un cours. Le droit est beaucoup plus profond que ce qu'on enseigne en introduction au droit en première année. Parce que c'est en première année qu'on enseigne la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, c'est quoi? C'est-à-dire que dans un ordre juridique, il y a une pyramide de textes. Tout à fait. Et au sommet de cette pyramide, il y a la Constitution. Après la Constitution, il y a la loi. Après la loi, il y a les règlements qui sont d'ordre divers, les décrets et tout le reste. Ça vient d'un professeur autrichien qui s'appelle Hans Kelsen. Mais j'ai entendu tout à l'heure un de vos téléspectateurs qui disait que j'ai dit que les hautes instructions sont au-dessus des décrets. Mais qui ne se pose pas la question de savoir... Vous l'avez effectivement dit? Oui, mais il faut encore savoir dans quel référentiel, monsieur. Je dis, le droit, c'est une dialectique. Dans le droit, il y a le droit de la pratique et de l'ordre. Ce droit de la pratique et de l'ordre fonctionne suivant les logiques suivantes, ce qu'on appelle la ratione necessitatis, en raison de la nécessité. La ratione urgentis, en raison de l'urgence. La ratione, comment ça on appelle encore, je vais retrouver le nom tout à l'heure. Ratione commoditas, en raison de la commodité. Il y a le droit de la forme. C'est dans ce droit de la forme qu'il y a la hiérarchie des normes. Vous comprenez? Le droit de la nécessité ici, c'est quoi? C'est que pour mettre en place ce processus de régulation des rapports entre l'État et la Fédération camerounaise de football, on s'appuie sur le décret de septembre 2014, et on s'appuie sur la convention. Et ceux qui querellent, quand ça les arrange, les hautes instructions, sont les mêmes qui, au moment où on nommait Rigobert Song, étaient passés par la voie des hautes instructions, c'est-à-dire de ce droit de la nécessité, de l'urgence et de la commodité. Et à l'époque, c'est à partir de là qu'on avait mobilisé alors le droit de la forme. Celui qui repose sur la hiérarchie des normes avec le fait qu'il y a un décret et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Maintenant, quand ça ne les arrange pas, au moment de la nomination de M. Brice, il soulève la question de la supériorité du décret sur la convention en termes de mécanisme juridique. En oubliant que là, on est dans une relation de type contractuel sur la base de la convention et que la convention est la loi des parties. Donc il faut faire extrêmement attention. Le droit de la nécessité peut prendre la forme de ce qu'on appelle le droit d'exception. Le droit de l'urgence, c'est un droit situationnel. Ça veut dire que l'autorité peut devoir répondre à une situation d'urgence qui requiert d'assouplir le traitement juridique de l'affaire. De la même manière que fonctionne le droit de la commodité. À ce moment, l'autre droit qui renvoie à ce qu'on appelle la ratione materie, c'est-à-dire le contenu des règles qui sont en question, qui renvoie à ce qu'on appelle la ratione personae, c'est-à-dire les implications que l'application d'une règle a sur un certain nombre de personnes, qui renvoie à ce qu'on appelle la ratione ordinarius, c'est-à-dire le fait que telle ou telle règle donne compétence à tel ou à tel acteur peut être réservée. Donc quand je dis, parce que les hautes instructions, si vous les lisez dans le référentiel du droit formel, des normes formelles, non évidemment pas de supériorité sur le décret.
Mais si vous les lisez dans le référentiel du droit pragmatique, rien ne s'oppose à ce moment aux hautes instructions, parce que ce sont les hautes instructions du président. Et quand vous revenez à la puissance présidentielle, vous comprenez de quoi il s'agit. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si l'État a recouru à ces mécanismes, c'est parce que l'État sait ce qu'il y a à la FECAFOOT. Et il y a quoi là-bas? Il y a des problèmes et des problèmes et des problèmes et des problèmes. On avait donné la latitude au président de la FECAFOOT pour la gestion des campagnes comme le Qatar 2022 et la Côte d'Ivoire 2025. Ceux qui sont dans les circuits peuvent vous dire tous les problèmes que ça a posé. Quand les gens parlent, il y a eu une instruction du président de la République enjoignant au ministre des Soins et de l'Éducation et des Soins et de l'Éducation physique de prendre ses responsabilités. On est dans la logique de la nécessité. Après l'échec de Côte d'Ivoire 2025, on a demandé au ministre, le ministre ne s'est pas levé comme ça. Quand même, il faut respecter les gens. Vous pouvez que, pour ça, moi, c'est un être humain comme tout le monde, comme Samuel Eto'o, comme moi, comme vous. Il peut être faillible. Mais le ministre Mouele, Kombi, Narcisse, non seulement il a une expérience administrative, mais il a un capital en la matière, en connaissance du droit. Donc, tout ça pour dire que nous devons être sérieux. On ne peut pas, pour résumer, on ne peut pas examiner l'élimination de la Coupe du Monde en voulant faire croire que la FECAFOOT n'y a rien à voir, monsieur. 16 incidents sur 17 matchs. 16 dans l'ordre de saboter le travail. Je dis 16. Sous Rigobert, il y a eu 0 incident. Sous Marc Brice, il y a eu 16 incidents sur 17 matchs. Vous dites que ce n'est pas du sabotage? On m'a accusé, comme ils disent, professeur menteur, en s'appuyant sur les envolées populistes d'un collègue. On m'a accusé de dire que oui, il n'y a pas eu blocus sur le matériel, mais il y a eu blocus sur le matériel. Qui ne sait pas qu'il y a eu blocus sur le matériel? Cela étant dit, moi je n'ai jamais dit. C'est pour ça que votre formulation d'entrée de jeu dans le débat est une formulation biaisée. Laquelle? Je n'ai jamais dit que la responsabilité, quand je parlais de responsabilité dans votre émission, j'ai cité le nom du président de la FECAFOOT. J'ai parlé de la FECAFOOT en tant qu'organisation. J'ai cité le nom du ministre. J'ai parlé du ministère en tant qu'organisation. J'ai cité le nom des joueurs. J'ai cité même le nom du public en dehors de dire que c'était les Églisiens et les hiboux. Tout cela dans un climat extrêmement pestilentiel au niveau de la gestion de cette affaire. Qui peut gérer quelque chose sans qu'il y ait de contraintes? Qui peut gérer quelque chose sans qu'il y ait de faiblesse? Qui peut gérer quelque chose dans l'idée qu'il aurait atteint l'optimalité, c'est-à-dire la performance absolue? Ça n'existe pas, monsieur. Donc, quand vous êtes manager, même si vous êtes un manager performant, vous rencontrez toujours des contraintes. Donc, il y a toujours... La gestion repose sur ce qu'on appelle le principe des deux parties. Il y a l'actif, il y a le passif. Tout gestionnaire doit faire avec cela. Donc, vous ne pouvez pas dire, non, moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Et dans un contexte où il faut être décent, monsieur Haïssi, les Camerounais souffrent déjà assez de ne pas voir leur équipe au mondial. Mais comment le président de la FECAFOOT se taise pendant que le mondial se joue? Sans que ça signifie qu'il soit le seul responsable de l'affaire. Pourquoi? Bon, le professeur Mouele, vous pouvez lui tout dire, mais c'est un homme de style. Pourquoi le professeur ne s'est pas indigné, même à travers des personnes interposées? Quelle est cette histoire où la FECAFOOT serait devenue un domaine d'immunité? La FECAFOOT n'est pas une simple association privée, monsieur. La FECAFOOT reçoit des subventions publiques. Ça veut dire qu'elle est au moins une association privée d'intérêt public qui assure, sous la forme d'une concession, le service public du football. Donc, si
elle reçoit des subventions. Ça veut dire que le citoyen contribuable et usager même peut lui demander des comptes. Elle n'est pas une forteresse qui ne devrait pas rendre compte. Je finis. Oui. Je finis en disant, les gens parlent de bilan, mais le bilan, il est nullissime. Ah bon? Nullissime. C'est une copie qu'on ne mérite même pas de noter. Jusqu'à ce niveau? Oui, monsieur. En 5 ans, quelle que soit la catégorie, en 5 ans, aucune victoire dans les compétitions continentales. Ça, c'est quelque chose qui, sous tous les prédécesseurs du président actuel de la FECAFOOT, que ce soit des présidents en guillemets normaux ou des présidents normalisateurs, ça n'est arrivé. Il y avait toujours quelque part quelque chose qui était de l'ordre du positif. Une FECAFOOT avec de sérieux problèmes éthiques. Il y a d'abord des problèmes d'ordre universel liés à une dérive actuelle qu'il y a dans le football mondial qui prend une dynamique mafieuse. Vous ne pouvez pas gérer des compétitions sportives et vous avez des partenariats avec des gens qui sont dans les paris sportifs. Ça va vous fausser la compétition, puisque ceux qui sont dans les paris sportifs font de la spéculation. Donc ils peuvent prendre contact avec vous pour fausser des matchs. Ça se fait un peu partout dans le monde. C'est pas parce que ce qui est mauvais se fait partout dans le monde que c'est bon. Il y a des problèmes en ce qui concerne les arbitres à la FECAFOOT. Il y a même des problèmes dans le versement, comme nous prouve le contraire, dans le versement des subventions. De sérieux problèmes dans le versement des subventions. C'est ça la gestion professionnelle. C'est ça qu'on attend d'une figure comme Samuel Eto'o. C'est ça. C'est ça la transformation du football camerounais sur le modèle de la Bundesliga. C'est ça. Et quand quelqu'un, d'où qu'il soit, dénonce, on sort le macoute. Des milices cybernétiques qui sont destinées à vous empêcher de parler. Professeur, à un moment donné, est-ce que vous n'avez pas également vu que vous avez été excessif dans vos prises de parole, quand par exemple vous avez traité le président de la FECAFOOT de cancer du football camerounais? Mais il a un cancer, monsieur. Ah, vous insistez? J'insiste. J'insiste, monsieur. Vous savez, il y a toujours eu des crises à la FECAFOOT, d'accord. Mais la grande dérive, c'est à partir de 2009. Qu'est-ce qui se passe en 2009? Le Cameroun vient de perdre la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Égypte, battue en dernière minute à la suite d'une bévue de Rigobert Song, qui entraîne le but de... comment il s'appelait là? J'ai oublié, Aboutreka. Le Cameroun a une équipe très prometteuse parce qu'on a une équipe en renouvellement. On a des gens qui arrivent, très talentueux, Stéphane Bia, on a Alexandre Son et autres. Le Cameroun engage la qualification de Coupe du Monde. À un moment donné, on doit changer d'entraîneur. Claude Le Guen arrive. Alors, on donne le brassard à Samuel Eto'o en contradiction des traditions qui existent à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'est le gouvernement qui nomme le capitaine. À partir de ce moment, une crise grave naît dans l'équipe qui va déstabiliser cette équipe à la CAN 2010, à la Coupe du Monde 2010, et vous allez voir que toute la période où Samuel Eto'o est capitaine, alors que c'est le leader sportif inégalable qui, pour moi, après Ronaldo Nazario da Lima, est le meilleur avant-centre du monde dans la décennie 2000-2010, on ne gagne rien. On est éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations 2012, on a éliminé la Coupe d'Afrique des Nations 2013, la Coupe du Monde 2010, on était déjà avant-dernier, la Coupe du Monde 2014, on est dernier. Certes, il n'est peut-être pas le seul à avoir des responsabilités dans l'affaire, mais le poids de ces responsabilités, c'est fort. Vous remarquerez
que Samuel Eto'o exclu du foot camerounais complètement parce qu'il a même échappé à une radiation à vie qui avait été proposée par le comité de normalisation sous le professeur Joseph Oona. Il anticipe en déclarant sa retraite internationale. Il se retire. Il va faire 5 ans de passage, de traversée de désert, 2014-2019. Ça ne fait même pas 3 ans. Le Cameroun gagne une CAN. Quand le Cameroun gagne une CAN, puisqu'il est impliqué dans les batailles qu'il y a eu à partir du comité de normalisation, numéro 1, il arrive avec son influence à imposer ses acteurs dans la normalisation numéro 2, mais il ne s'en contente pas, il lui faut la fédération. Donc il déstabilise lui-même des gens qu'il a soutenus parce qu'il ne voulait pas que Joseph-Antoine Bell soit président. Ah bon? Oui, mais c'est clair, donc il ne connaît pas ça. Il fait mettre Seydou Njoya qui va encore lui-même contester. Quand il a vu qu'on est dans une dynamique de victoire, il installe encore le désordre pour se rendre indispensable, pour qu'on le rappelle. Mais depuis qu'on l'a rappelé, on est où? Merci. Merci, professeur. Et nous allons également...